Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser des escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au voyage à vélo. Franchement, c'est le printemps, ça donne vraiment envie de se dégourdir les jambes, d'aller marcher, d'aller faire du vélo, d'aller crapahuter dans tous les sens. Donc je suis vraiment ravie de traiter cette thématique. Pour cela, je vais être accompagnée de Mila, qui officie sur son blog qui s'appelle Un monde à vélo. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est tout simplement, en tout cas pour moi, la référence pour le voyage à vélo. Voilà, tout simplement. Donc avec son compagnon Denis, il nous offre de nombreuses escapades à vélo. Donc déjà, il y a beaucoup d'inspiration dessus, mais aussi une multitude de conseils sur tout ce qui concerne le voyage à vélo. Donc on y trouve vraiment toutes les réponses aux questions que se pose quelqu'un qui veut démarrer un voyage à vélo, donc je vous invite vraiment à aller le regarder. Avant de laisser la parole à Mila, je voulais vous donner une information si jamais vous ne l'avez pas reçue. Depuis peu, j'ai mis en place une newsletter spéciale podcast. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez vous abonner. Alors pourquoi ce serait intéressant pour vous de vous abonner à cette newsletter? Tout simplement parce que déjà je vais vous dévoiler un petit peu les coulisses du podcast, donc les coulisses des coulisses du voyage en d'autres termes. Et c'est aussi un moyen pour moi de vous faire participer, que vous puissiez contribuer à votre manière à l'avenir du podcast. Donc ça peut être déjà en me faisant des retours, des critiques, mais ça peut être aussi en me suggérant des sujets ou alors en me posant des questions pratiques auxquelles je pourrais répondre dans un épisode. Si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram Globe Blogueur, c'est un bon moyen de poursuivre les échanges entre les épisodes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous prépare aussi quelques petites surprises mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc tous ceux qui seront inscrits à la newsletter auront l'info et ceux qui ne seront pas inscrits, ils n'auront pas l'info. Voilà. Bon là je tease un petit peu honteusement, mais voilà, sentez-vous libre, vous pouvez vous abonner à la newsletter, en tout cas ça me fera plaisir et puis on pourra comme ça continuer à papoter entre les épisodes. Comme je parlais des retours et des échanges, je voulais aussi remercier Rebecca du podcast Histoire pour les grandes personnes qui m'a laissé un très joli commentaire sur Apple Podcast. Donc Rebecca me dit au sujet des coulisses du voyage que c'est un vrai moment de plaisir, de l'énergie, des valeurs et un désir de partage. Bravo. Alors merci à toi Rebecca parce que tu as vu juste, j'ai vraiment envie de partager. C'est vraiment le but de ce podcast, de partager ma passion du voyage et aussi mes réflexions sur une certaine manière de voyager. Donc ça me fait tout simplement plaisir. Bon, maintenant que j'ai beaucoup parlé sur cette intro, place à mon échange avec Mila que j'ai hâte aussi d'entendre. Salut Mila! Salut Laura! Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, je sais que tu n'es pas très loin de moi, physiquement parlant, on est dans la même région, alors que normalement tu es en Italie. Mais voilà, pour plein de raisons, on n'a pas pu faire forcément cet enregistrement en présentiel, comme on dit maintenant, les nouveaux termes à la mode. Mais en tout cas, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation parce que ça fait un moment que je suis tes aventures à vélo avec ton compagnon Denis et je sais que tu as plein de conseils super intéressants à nous partager. Donc merci à toi d'être là. Merci à toi pour m'avoir invitée. Avec grand plaisir qu'on répond. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors je sais que tu reçois énormément de questions sur le voyage à vélo parce que tout simplement c'est ta spécialité. Est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà quels sont les principaux clichés ou les principaux freins qui font que les gens ont un peu des réticences à se lancer dans un voyage à vélo? Alors les différents clichés ou les freins qui font que les gens ne se lancent pas dans un voyage à vélo, c'est souvent la peur de la difficulté, tout simplement. En fait, il suffit de voyager un petit peu à vélo pour se rendre compte que les gens nous disent facilement bon courage, oh là là, qu'est-ce que vous avez du courage, etc. Pour être clair, si nous, il nous fallait du courage pour faire ce qu'on fait,
on le ferait pas parce qu'on n'est pas très courageux finalement. Enfin, voilà, il y a certaines étapes qui sont un peu plus difficiles, mais aujourd'hui, notamment en Europe, il y a quand même beaucoup de véloroutes qui sont plates, qui sont accessibles à tous. Et donc voilà, ça c'est le premier point qui va mettre un frein au voyage à vélo. Ensuite, il y en a un second, ça va être l'investissement de départ, parce que finalement, quand on part pour un voyage à vélo, nous, quand on est parti la première fois, on est parti au long cours, donc ça allait, mais je peux comprendre que si on part en vacances quelques semaines, ça fasse beaucoup. Alors, on n'est pas tous des grands fans du voyage à vélo à l'origine, ou alors même du vélo, donc on n'a pas forcément le vélo. Enfin voilà, on est complètement sur une nouvelle activité, et donc l'investissement, le premier investissement peut être assez conséquent. Donc ça, je comprends que ce soit un frein. Mais au final, on gagne pas mal au long cours, notamment parce qu'il n'y a pas du tout de transport à payer. Il n'y a plus de frais après. On peut être autonome complètement. Et donc, par exemple, dormir dans sa tente ou dormir chez l'habitant assez facilement. Et donc, au final, on gagne après l'investissement largement. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est que le vélo, même si il coûte assez cher au début, alors on peut en avoir pour pas cher, mais bon, globalement, si on veut un vélo bien équipé et neuf, il y a quand même un petit investissement. Mais au final, c'est un investissement qu'on met pas forcément dans l'avion ou dans un autre mode de transport. Et en plus, on peut le revendre, donc du coup, ça va. On peut partir avec un vélo pour 400 euros sans problème. Denis, pendant notre premier voyage, il est parti avec son vieux VTT, bon, qui était beaucoup trop petit pour lui, il faut le dire. Hein. C'était quand même pas le voyage le plus confortable du monde. Honnêtement, il a dû mettre, allez, 200 euros dans son vélo, grand maximum. Je me rappelle même pas, mais il a juste changé le guidon, il a ajouté un porte-bagages et il est parti avec. Il a fait 12 000 km. Donc ça peut se faire. On peut adapter aussi des VTT, on peut adapter des vieux vélos, on peut s'adapter au budget facilement. Le voyage à vélo, c'est aussi peu confortable dans la tête des gens. Et ça, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'au début, Ça fait mal aux fesses. ça fait mal aux fesses. Si on n'a pas mis l'investissement, ça fait un peu mal aux cuisses. Enfin, il faut quand même que le corps il s'adapte. Ouais, le corps s'adapte tout simplement parce que au final, comment dire, moi j'ai mis à peu près 1000 km à trouver ça agréable parce que j'avais pas du tout d'entraînement, j'étais pas du tout prête. Et puis c'est vrai que nous au début, en fait, on avait en tête que les cyclistes, enfin les cyclo-voyageurs, ils ont entre 60 et 80 km par jour. Alors du coup, il fallait qu'on fasse 60 à 80 km par jour, alors qu'on n'était pas prêt physiquement encore. Et donc, on s'est un peu mis la pression, on a un peu poussé, on a un peu allé fort, et du coup, on s'est fait mal. On n'est pas obligé de se forcer à faire autant de kilomètres, hein, vraiment. Et une fois que le corps il s'est adapté, c'est plus que du bonheur, donc il y a aucun problème. Alors maintenant qu'on a vu les principaux freins, je pense qu'on va aller directement sur les conseils qu'attendent nos auditeuristes avec impatience, c'est-à-dire quelles sont selon toi les principales étapes et questions à se poser quand on veut se lancer dans un voyage à vélo. On va essayer de les prendre une par une et puis tu vas nous donner tes petits secrets parce que comme tu disais, tu as fait des dizaines de milliers de kilomètres, je crois, à vélo. Donc, je pense qu'on va pouvoir bénéficier aussi des enseignements que tu as tirés de tes erreurs aussi éventuelles. Oui, alors il y a effectivement différentes étapes pour se lancer dans le voyage à vélo. En fait, ça va beaucoup dépendre de la longueur du voyage parce que si on part quelques semaines, on va pas avoir la même démarche que si on part au long cours, bien évidemment. Et c'est vrai que nous, on est toujours parti au long cours, donc c'est un peu notre défaut finalement. On est rarement parti en vacances 3 semaines avec nos vélos. C'est vrai que la première fois qu'on est parti, on est parti tout de suite pour un tour d'Europe. Donc il y a eu pas mal d'erreurs évidemment. Direct, voilà. Il y a eu pas mal d'erreurs évidemment et notamment moi c'est vrai que j'ai pas eu de bol parce que mon vélo il est resté bloqué à la frontière allemande pendant des mois et donc du coup je l'ai reçu le matin même du départ de notre voyage. Donc ça a été un peu la folie parce que j'étais pas du tout entraînée. Et donc ça va être finalement un des points, c'est d'avoir un vélo. Et en ce moment, je dois dire qu'avec la période Covid, c'est un peu compliqué parce que tout le monde s'est acheté un vélo, les pièces, elles sont très rares. Le mieux, c'est d'anticiper bien en avance, d'avoir un vélo pour pouvoir s'entraîner parce que je trouve que c'est pas en tant l'entraînement physique qui va être important parce que ça le corps de toute façon il s'y adapte, il avance au fur et à mesure et quand on se rend compte au bout de plusieurs semaines que les montées elles ne font plus rien et que en fait on peut aller plus haut encore et qu'on peut aller plus loin encore, ben ça c'est juste un bonheur.
on a cette tendance quand on part, à vélo, de prendre trop. Parce qu'on peut prendre plus, parce qu'on n'a pas, le problème de la randonnée, on n'a pas, le sac sur le dos, on a le sac sur le vélo et donc du coup, on a tendance à prendre, beaucoup trop. Et s'entraîner aussi avec ce qu'on est censé amener lors de son voyage. Vraiment s'entraîner en conditions, réelles, j'ai envie de dire. Oui, exactement. S'entraîner en conditions réelles pour voir un petit peu si on a trop pris, si, qu'est-ce qui nous manque aussi. Parfois, bon, il y a plein de choses auxquelles on pense pas et on voit pendant nos premiers entraînements. Ça peut être un week-end, ça peut être un jour, ça peut être vraiment très rapidement, mais en tout cas, on se rend vite compte de ce qui nous manque, donc ou de ce qui est trop lourd et donc on peut adapter. Il faut savoir que c'est pas trop grave, hein. De toute façon, du matériel, on en trouve partout dans le monde entier. Il faut pas non plus, trop se monter la tête avec ça, mais c'est bien en tout cas de se tester et de savoir, un petit peu, ce dont on a besoin. Et puis même, si on part avec trop, c'est pas trop grave parce qu'on peut toujours faire un colis, on peut toujours, enfin il y a toujours une solution, il y a pas de problème. On peut donner, quelque chose à nos hôtes parce qu'ils ont été sympas. Je pense quand même, au niveau de l'équipement, il faut quand même, se renseigner un petit peu malgré tout. S'équiper c'est un peu prise de tête je trouve, mais surtout quand on n'est pas connaisseur du vélo en soi. Donc au début, on connaît pas forcément, tous les aspects techniques du vélo. Il faut apprendre tout un vocabulaire, faut commencer à le comprendre. Moi, je dois avouer que je l'ai toujours pas totalement acquis parce que c'est plus la partie de déni, on va dire. Et c'est vrai que bon, c'est pas mal de sujets, différents. Et puis il y a aussi, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on prend des sacoches? Est-ce qu'on prend, une remorque? Est-ce qu'on met des sacoches de bikepacking qui sont beaucoup plus légères, qui sont plus aérodynamiques, disons? Est-ce qu'il faut que j'adapte ma selle parce que je suis sensible? Est-ce que cette selle, elle va me convenir? Enfin, il y a tellement de questions. Puis il y a tout le matériel, effectivement, de bivouac qui, là, bah, c'est la même chose que la randonnée. C'est-à-dire, on va chercher forcément le plus léger, le plus facile, le plus adapté à ce mode de voyage. Donc du coup, on va chercher, vraiment du matériel, souvent assez technique et donc là, c'est pareil, il y a plein de questions à se poser. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend, une popote? Est-ce qu'on prend, un réchaud qui est, à gaz, à bois, à essence? Enfin Je pense que je vais faire un épisode spécial matériel de bivouac parce que enfin, c'est le troisième épisode dans lequel on parle un petit peu rapidement du bivouac et de l'équipement de bivouac, donc je pense que je vais être obligée de faire un épisode spécial. Et puis en plus, ça se développe de plus en plus aussi, je pense, le bivouac, donc il y a pas mal de questions autour de ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des gens aussi pour qui le voyage à vélo, ça peut faire peur parce qu'ils se disent justement qu'ils sont obligés de bivouaquer ou de camper, mais on peut très bien aussi faire du voyage à vélo en mode, on va dire, plus luxueux, plus confortable, non? alors oui, après ça change totalement le voyage. Ça dépend de chacun, ça dépend de ses envies, etc. Pour moi, c'est moins confortable d'avoir des hébergements qui sont prévus parce que souvent quand on va le faire de manière plus luxueuse, le voyage à vélo avec tout de suite un hébergement le soir, en fait ça veut dire qu'il est prévu, qu'il est réservé et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Il y a pas mal de choses qui se sont développées ces dernières années en France, notamment le label Accueil Vélo. Donc il y a beaucoup d'hébergements, il n'y a aucun problème. Il y a pas mal de choses qui sont adaptées donc aux voyageurs à vélo. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui voyage comme ça. Il y a même, si vous avez peur d'avoir trop de poids sur votre vélo, on peut même se faire transporter les bagages d'un hébergement à l'autre. Selon moi, c'est pas la manière dont je voyage que vraiment, et surtout c'est pas celle que je préfère. Pour une simple bonne raison, c'est que mon corps tous les jours il est différent et que en fait il y a des jours mais il y a aucun problème, on peut faire du 120 km si on a envie. Et puis il y a des jours, franchement 30 km on en a marre quoi. Et donc quand c'est prévu, et ben ça veut dire que tu es obligé d'y aller. Bon alors du coup, faut s'adapter en fonction de son niveau bien sûr, adapter ses étapes. On va faire 40, 50, 60, 70 km par jour. Mais ça veut dire qu'il va falloir chaque jour s'arrêter là où on a réservé et repartir. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est aussi une manière de voyager et c'est tout aussi bien. Je pense qu'on prend énormément de plaisir aussi. Et voilà, c'est juste un peu différent. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que bivouaquer, ça peut aussi être un confort.
parce qu'on le voit pas forcément sous cet aspect-là. Et je pense qu'effectivement, écouter son corps au jour le jour, c'est hyper important, parce que même si on prévoit des étapes plutôt courtes, parce qu'on est débutant, bah c'est vrai que des fois on peut avoir tout simplement aussi envie de s'arrêter parce que le lieu nous plaît ou parce qu'on a trouvé un endroit qu'on a envie de visiter un peu plus. Enfin moi je suis du genre à m'arrêter tout le temps à vélo, pas forcément juste parce que c'est fatigant, mais parce que je suis très curieuse, donc dès que je vois un truc intéressant j'ai envie de m'arrêter, donc moi je pense que j'aurais vraiment du mal à faire 100 km par jour parce que je fais trop de pauses. Se laisser porter, je te rejoins totalement sur cet aspect aussi d'avoir envie de flâner, de regarder, d'aller plus en profondeur, de visiter, de s'adapter en fonction de ce qu'on a envie. Je t'avoue que c'est rare qu'on aille jusqu'à 120 km, c'est souvent dans des zones où il y a vraiment rien, mais c'est rare. Et c'est vrai que effectivement le bivouac apporte ce confort-là, et il apporte un autre confort qui est assez étonnant par rapport au camping. Donc là, c'est quand même dans le cadre où on a quand même le matériel de camping avec nous. Souvent, on a tendance à aller plus facilement vers le camping parce que c'est légal, tout simplement, parce que c'est confortable, etc. Mais en fait, nous, on préfère le bivouac, tout simplement parce que c'est à notre rythme. Alors qu'au camping, eh ben, il y a les vacanciers. Et les vacanciers, ils sont pas du tout au rythme du voyageur à vélo. Ils se lèvent pas tôt le matin, ils se couchent tard le soir et ils font pas mal de bruit, en fait. Donc du coup, t'es pas du tout tranquille dans ton camping. Alors que finalement, quand tu bivouaques, ben, t'es tout seul dans la nature. Au début, ça peut être un peu impressionnant. Les premières fois que t'entends un chevreuil aboyer à côté de toi, c'est assez impressionnant. Mais au final, nous, on s'est énormément habitué à ça. Et maintenant, on va plutôt favoriser ce côté dormir dans la nature pour cette raison-là, en fait. Parce qu'on est tranquille. On a déjà digressé, mais c'est pas grave. Est-ce que on peut revenir un petit peu en arrière sur la question de l'équipement? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont selon toi vraiment les pièces d'équipement qui sont vraiment indispensables et sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant? Alors déjà, on va parler du vélo, parce que forcément, ça va être le plus important, parce que le vélo, c'est notre meilleur ami. En fait, il va falloir d'abord avoir un vélo robuste, c'est-à-dire qu'on va pas aller choisir un vélo tout simple, entrée de gamme, etc., pour la simple bonne raison que il faut qu'il puisse résister au poids que l'on va mettre dessus. On va prendre un vélo qui est un peu plus robuste que le premier prix. Ensuite, il faut qu'on puisse mettre un porte-bagages. Ça, c'est important parce que tous les cadres n'ont pas les possibilités d'avoir un porte-bagages. Donc, notamment à l'avant, vaut mieux vérifier. Il faut également donc vérifier qu'il y ait des œillets pour mettre un porte-bagages éventuellement à l'avant si vous en avez besoin, parce que souvent ça permet d'équilibrer le poids sur le vélo. Et donc il va falloir vérifier la fourche. D'ailleurs, les fourches, on les conseille généralement rigides. Parfois, on peut mettre un amortisseur dessus, mais c'est pas très conseillé dans le voyage à vélo parce que c'est plus lourd et que c'est un peu plus fragile. Il y a également la question de la selle qu'il faut se poser parce que la selle, ça va être un des sujets les plus importants parce qu'on est assis dessus toute la journée. Donc là, il y a des très bonnes selles qui existent et généralement, elles changent la vie. Après, elles coûtent un peu cher, mais, mais voilà, ça change la vie. Donc il y a notamment les selles SMP, les selles Brooks qui sont très conseillées. On va aussi se pencher sur le guidon parce que le guidon, ça va nous permettre de changer de position dans la journée et donc d'éviter d'avoir trop de fourmis, d'avoir trop de douleurs dans les bras. Il y a un autre sujet également qui est important sur le vélo, ça va être de vérifier la transmission et de vérifier s'il y a assez de développement. Alors ça veut pas dire assez de vitesse parce que les vitesses ça ne veut rien dire. Donc il faut regarder vraiment si la transmission elle va permettre de passer des belles montées avec du poids. Et donc le vélo il mouline bien quoi. Ça c'est les différents sujets sur le vélo. Tu m'as perdu sur transmission et vitesse. Vraiment, moi, j'ai toujours pas compris le principe de vitesse et de machin truc. À chaque fois que je demandais à Seb, c'est dans quel sens pour qu'on pédale plus facilement? Enfin, ça, c'est pour l'anecdote, hein, mais Ouais, je comprends. comme ça, je me rends compte que, voilà, si je veux me lancer dans un voyage à vélo voilà, de quelques semaines, il va falloir que je regarde un petit peu plus la technique. C'est une des erreurs que j'ai faites. Ouais, moi, j'aurais eu tendance à prendre un vélo et puis, allez, Ouais. on y va. Mais non, faut pas faire ça. Voilà, heureusement que j'étais au téléphone aujourd'hui pour éviter ces erreurs-là. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai vu mon vélo, je fais ah c'est cool, il a 3 plateaux, 10 vitesses à l'arrière, ça va le faire. Mais en fait non,
parce qu'il était ultra dur mon vélo, mais ultra dur. J'arrivais pas à passer l'école et enfin vraiment je me suis cassé les genoux à cause de ça. Mais ça, je trouve que c'est hyper important parce que je pense qu'une des craintes aussi, des gens, dont moi, ce sont les fameuses côtes. Parce que moi, j'aime bien le vélo, mais quand c'est plat. Ouais. Parce que j'ai toujours peur de me dire: «Je vais pas y arriver et je vais être obligée de descendre du vélo et ma dignité va en prendre un coup, quoi». Mais en fait, si tu as un vélo bien adapté et puis que tu y vas aussi tranquillement, hein, que tu te lances pas, peut-être sur les cols, genre, en mode Tour de France, bah, ça passe, quoi, quand même. Tout à fait, avec, beaucoup de Ouais. patience parfois, mais effectivement, c'est comme ça que ça passe, hein. Après il y a, nous le truc c'est que et c'est ce que quasiment tous les voyageurs à vélo font, c'est qu'au bout d'un moment, tu as envie d'aller un peu plus loin, tu as envie d'aller un peu plus dans les montagnes, tu as envie d'aller dans les endroits que tu aimes vraiment et donc du coup, souvent les endroits que tu aimes vraiment, qui sont vraiment beaux, qui sont vraiment, un peu, oui, où il y a vraiment des points de vue de dingue et ben, c'est là où ça fait mal. Donc du coup, tu y vas, quoi. Mais je veux dire, moi, mon vélo, il était un peu, il avait pas assez de développement, mais ça m'a pas empêché de traverser les Balkans et de faire, je ne sais pas combien de cols, avec. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça a usé un peu mes genoux et qu'il aurait fallu que je change ça sur mon vélo pour, qu'il mouline un peu plus, en fait, tout simplement. Alors, au niveau des vêtements, de l'équipement dont on a besoin, en fait, nous, on part du principe que plus c'est simple, moins on en prend. C'est-à-dire que généralement, les vêtements de voyage ou enfin, de cyclisme, généralement, sont assez affreux. Et donc, on n'a pas envie de les porter le soir, on n'a pas envie de les porter ailleurs. Et donc, ils sont très colorés, ils correspondent pas à la vie au quotidien. Et donc, nous, on part avec. Et donc, nous, on part avec des vêtements, en fait, traditionnels de randonnée qui sont assez sobres et qui permettent à la fois d'aller au restaurant le soir, à la fois de faire notre randonnée la journée et d'être un peu équipé pour tous les cas de figure. Ce qui permet aussi d'alléger largement les sacoches. On a investi dans des selles qui nous correspondent parfaitement. Donc on a eu vraiment de la chance, ce qui nous a permis d'enlever les cyclistes, les cuissards de vélo avec les couches dedans. Alors on en prend toujours un avec nous pour les longues étapes quand on sait qu'un jour on va partir pour une très très longue journée. Mais sinon on les porte plus du tout. Ce qui permet vraiment d'alléger les sacoches. Mais si vous en avez besoin, eh ben, je vous conseille quand même d'acheter un cuissard assez performant. Sinon ça sert pas à grand chose et ça fait parfois même plus mal qu'autre chose, notamment parce que ça frotte au niveau des fesses et que parfois, ben, quand il fait très chaud, ça peut irriter la peau, ouais. Voilà. Après, sinon, les vêtements, on n'a pas besoin forcément d'être suréquipés. Honnêtement, nous, ça nous dérange pas du tout de partir avec notre t-shirt en coton et avec un legging à 10 €. C'est pas grave, quoi. Ça passe. Après, ça dépend ce que vous faites, évidemment, mais si, on part sur une véloroute, par exemple, c'est pas non plus, la chose la plus physique qui nous fera transpirer, de dingue et qui fera qu'on se sentira super mauvais à la fin de la journée, quoi. Quand on a parlé de la randonnée dans un précédent épisode, on a déjà pas mal parlé du fait, d'optimiser le poids, dans son sac. Je pense que c'est un petit peu la même chose, dans les sacoches, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à chaque élément que l'on met. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'il y a une option plus légère ou pas? Je pense que c'est un sujet, bien, bien vaste, tout ce qu'on peut emmener, dans ces sacoches. Mais est-ce que tu aurais un conseil quand même sur le choix des sacoches? Oui, voilà. C'est encore Alors, une polémique de cycliste, ça, ouais, non, le choix non, il des y a sacoches. pour le choix des sacoches que je conseille et justement, je devrais écrire un article là-dessus, prochainement, mais comme d'habitude, j'ai tellement de retard sur tous les articles que je dois écrire que ça va pas être tout de suite, tout de suite. Pour choisir une bonne sacoche, selon moi, il faut prendre une sacoche qui est étanche et ça, c'est hyper important et c'est vrai qu'elles sont plus chères, mais elles sont plus efficaces. On est parti la première année, avec des sacoches qui étaient pas étanches et on avait quand même quelque chose pour les couvrir, en cas d'intempéries. Mais en fait, ça a été la galère quoi parce que, bah, à chaque fois qu'il pleuvait, il fallait les couvrir, fallait sortir, fallait s'arrêter, enfin en fait tout ce que tu as pas envie de faire quoi quand il pleut. Ouais. Donc donc voilà et ça on n'a pas trouvé terrible et surtout ces sacoches-là qui sont plutôt en tissu
qui sont moins chères, et ben, elles ont pas tenu, dans la durée parce que, avec le poids, oui, avec le poids qu'il y avait dedans, en fait, elles se sont un peu lâchées au fur et à mesure et donc elles ont fini par, casser. Et là, on avait, effectivement, acheté, les sacoches, concurrentes, pour faire un comparatif parce qu'effectivement dans le milieu du voyage à vélo, il y a un grand débat. Quelles sont les meilleures sacoches? Est-ce que ce sont les Vod ou les Ortlieb? Bon, notre conclusion, c'est qu'il y a pas vraiment de différence. Enfin, on l'a pas senti, mais apparemment sur le très long cours, Ouais, si tu pars vraiment, des mois et des mois, mais ce qui est pas forcément le cas de tout le monde, non, je non parle plus, des quoi. années et Mmh. des années, en fait. Ah oui, des années carrément, oui, oh là! Ouais, ouais, on parle de 6 ans ou des Ah choses comme oui, attends, attends, ça, attends, là, on est au niveau débutant, là. Ne fais pas trop peur à mes auditeuristes, là. Déjà, si on part, quelques jours, quelques semaines, en France, c'est déjà pas mal pour commencer. Dans ce cas-là, autant partir sur des sacoches qui sont pas très chères et voilà, surtout, d'occasion. Je pense que sur le marché de l'occasion, on peut en trouver aussi, c'est bien mieux qu'elles soient imperméables, c'est tout. Il y a un dernier sujet, que je trouve important, une dernière étape dans la préparation du voyage, c'est, de ne pas être trop ambitieux sur l'itinéraire. Que surtout quand on se connaît pas, on sait pas exactement, ce qu'on va être capable de faire et ce qu'on va pouvoir faire. Moi, j'adapterais, quand même les étapes à assez court pour pouvoir les adapter. Au pire, faire, beaucoup plus, mais certainement pas moins. Parce que le problème quand on prévoit un itinéraire, c'est que souvent quand on doit, couper une partie de ce dernier, et ben, en fait, on est hyper frustré. Alors que quand on en fait plus, on a un sentiment de satisfaction un peu plus positif, on va dire. Ouais, je Ouais. trouve que c'est un bon conseil, ouais. Vaut mieux être moins ambitieux, mais réussir, à aller jusqu'au bout que voilà, que rester sur un sentiment d'échec finalement, même si c'est pas forcément, un échec, d'ailleurs, de pas aller jusqu'au bout. Exactement, mais on a tendance à vouloir se fixer des objectifs. On fonctionne un peu comme ça dans notre système, on va dire, actuel. On a toujours tendance à vouloir se mettre des objectifs, à être, vouloir performant et Je vois très bien de quoi tu veux parler. Il y a ma to-do list là, juste à côté de moi là pour le boulot et chaque semaine elle est trop longue et chaque semaine, je réussis pas, à aller jusqu'au bout et c'est frustrant alors qu'en fait, il suffirait que je la répartisse sur 2 semaines et je serais contente de moi donc enfin, c'est vraiment le même raisonnement en fait, hein. Tout à exactement, fait ça. mais je l'applique très bien pour le voyage à vélo, mais pareil, hein, je l'applique pas du tout dans ma vie professionnelle. Ah bon. C'est ça marche pas. Alors, comme on est sur, la thématique des itinéraires, est-ce que toi, tu as justement des itinéraires, des véloroutes que tu conseillerais particulièrement aux débutants en France? Qui sont, sympas pour toi, voilà, tes préférés, tes petits chouchous? Il y en a plusieurs, hein. Il y a des itinéraires pour débuter en France, qui sont vraiment très sympas et surtout, aujourd'hui, ils sont bien développés et donc ça permet d'avoir beaucoup de services et beaucoup d'équipements pour les cyclotouristes et ça, c'est vraiment chouette. Il y a notamment l'Eurovélo 6, donc qui est connu un peu plus sur sa partie ouest, comme, la Loire à vélo. Mais en fait, l'Eurovélo 6, il va jusqu'en Roumanie. Donc voilà, il y a un peu plus de longueur que ça, que juste la Loire à vélo. Cet itinéraire, il traverse aussi l'est de la France et il va jusqu'à Bâle en Suisse. Et c'est vraiment chouette, il est hyper développé. Dans la partie est, il est un peu moins touristique. Dans la partie ouest, il est un peu plus touristique. Mais vraiment, il y a vraiment de l'équipement. Les campings, ils sont à 6 7 € parfois avec des tarifs vraiment préférentiels pour les cyclo-voyageurs, c'est vraiment cool. Et en plus, c'est plat, donc voilà. Et sur les étapes qui sont moins plates, je pense notamment au niveau de Saumur, un petit peu, où c'est un peu plus difficile, c'est un peu dans les vignes et tout. En fait, nous, là, quand on avait fait la Loire à vélo. En fait, on était au tout début de nos voyages et on n'était pas du tout entraînés. Et du coup, on avait trouvé des alternatives pour repartir sur du plat et être tranquille. Donc voilà, donc celle-là, cette véloroute, elle se fait très très bien. Il y a également la Vélodyssée qui est également très connue, hein, qui longe la côte atlantique, qui est également très bien développée et qui se fait
vraiment bien. Voilà, il n'y a pas du tout, vraiment, je trouve qu'elle a presque pas de difficultés. Il y a juste quelques étapes aux alentours de Nantes qui sont un peu plus difficiles entre Nantes et Saint-Brévin et dans les Pays Basques qui sont un peu plus difficiles quoi, mais sinon c'est tranquille. Il y a la Voie Bleue aussi, c'est un itinéraire très chouette qui est tout simple. Il est vraiment, il y a un revêtement vraiment bien développé. Donc ça se fait très très bien aussi. La Voie Bleue, alors ça commence à la frontière du Luxembourg, donc ça doit être au-dessus de Metz. Et puis ça finit à Lyon. La Voie Bleue, elle rejoint la Via Rona, qui permet d'aller jusqu'en Camargue. Donc en fait, tu peux traverser la France du nord au sud avec ces deux itinéraires sans quitter un itinéraire cyclable, donc c'est assez cool. Après, je sais que la Voie Bleue, elle n'est pas entièrement développée. Nous, on l'a parcourue entre Épinal et Chalon-sur-Saône. Et là, c'était vraiment hyper cool. C'était super. Enfin, c'était glissant, quoi. C'était donc ça, c'est vraiment l'idéal pour un débutant qui a envie d'être un peu dans l'intimité du voyage. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de croiser grand monde. Parce que comme c'est un nouvel itinéraire, il n'y a pas grand monde, effectivement. Il n'y a pas autant de monde que sur la Loire à vélo ou que sur la Vélodicée. Et franchement, ça a un côté vraiment cool. Il y a aussi la vallée de Somme que tu connais, qui est géniale. Cet itinéraire, elle est magnifique, quoi. C'est très beau, ouais. Ouais, c'est beau, c'est plat et c'est beau. Ça, c'est rare, quoi, que, que de se dans un tel environnement, avec de l'eau partout. Il y a vraiment, c'est tout vert. C'est vraiment un super paysage. Après, bon, le seul hic, c'est que finalement, elle est assez courte, quoi. Enfin, elle se fait très vite. Mais on peut partir facilement de Paris, par exemple. Et là, on prend la Scandibérique parce que sur cette partie-là du nord, elle est quand même pas si facile, elle est abordable, on va dire. Il y a quelques points qui sont un peu difficiles pour un débutant, mais ça se fait. Et après, on arrive facilement sur le canal du Nord, si je me trompe pas. Et derrière, on arrive sur la vallée de Somme. Et là, ça fait un beau parcours, quoi, pour un débutant. Et tu reprends le train, je sais pas, à Amiens, quoi. Ouais, je rajouterais, ces petites idées dans la retranscription de l'épisode, avec précision, comme ça peut effectivement donner des idées. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des véloroutes ou des grands itinéraires à vélo, mais est-ce que sinon tu connais aussi des boucles dans certaines, régions, dans certains territoires qui te semblent vraiment intéressants, soit du point de vue des paysages, du patrimoine, soit du point de vue de la technicité aussi peut-être? Parce que du coup là, on n'est pas forcément sur des itinéraires qui sont toujours, plats. Là, c'est pas vraiment un itinéraire, mais il est quand même en construction. Il y a le Tour de Bretagne, évidemment, à vélo. Là, donc c'est un itinéraire qui va être en construction, mais qui est pas sur de la véloroute, enfin de la piste cyclable en tout cas, pas beaucoup. Et là, ça suit un petit peu le GR34, qui est bien connu des randonneurs à pied. Il y a que des paysages de dingue, quoi, toute la journée. Le long de la mer, Bretagne représente, bah oui, ouais, non, forcément le tour de la Bretagne, que ce soit à pied, à dos de chameau ou à vélo, c'est forcément beau. c'est ça. Tu parles à une Bretonne là, donc forcément, C'est ça, bah. On est bretonnes toutes les deux, on sait de quoi on parle. ah bah voilà. Ouais, après le problème, c'est que maintenant c'est un peu, c'est quand même très fréquenté l'été, la Bretagne et notamment la presqu'île de Crozon et tout ça. Ça doit pas être génial d'y être à vélo avec le trafic qu'il y a souvent même sur les petites routes. Je sais pas, mais bon, ça doit être sympa au printemps ou à l'automne de vraiment le faire ça avec des paysages toujours de dingue, quoi. C'est vrai que ce qui est cool en France, c'est qu'on a énormément de routes parallèles, petites routes tranquilles. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans tous les pays, hein. Vraiment, c'est très spécifique à la France et c'est un bonheur, quoi. On a traversé, par exemple, il y a quelques années, la Provence. Donc là, il n'y avait pas du tout de véloroute, il n'y avait rien de développé. Juste sur des toutes petites routes, mais on en a pris plein les yeux et c'était génial. C'était un peu physique, hein, quand même, faut l'avouer. On savait pas du tout à quoi s'attendre, en fait. On faisait un peu nos étapes au jour le jour, on réfléchissait pas, on allait là où on avait envie d'aller. Mais c'était un pur bonheur, quoi. Donc il y a aussi beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire, des boucles qu'on peut imaginer nous-mêmes assez facilement en fait, en y réfléchissant avec des apps comme Komoot, Strava ou des choses comme ça. Il y a Backmap aussi qui fait des bonnes boucles. On peut faire des boucles comme ça. Komoot, c'est pas mal la référence parce qu'il y a quand même tous les
coup de cœur des autres utilisateurs. C'est hyper pratique pour préparer son itinéraire. Et sinon, on utilise aussi Wayback Map qui là a pas mal les véloroutes. Donc tous les tracés officiels, il les a quasiment. Et ça, c'est pas mal parce qu'on peut les télécharger directement sur notre téléphone et on les remet sur Maps.me, qui est une appli qui peut s'utiliser hors ligne. Et donc, ça nous permet non pas de nous guider, parce que ça nous guide pas vraiment, mais ça nous permet juste de savoir où on en est par rapport à l'itinéraire. Parce que généralement, on n'a pas assez de batterie pour garder une app toute la journée en mode GPS, quoi. Alors je rajouterais aussi, d'autres sites qui peuvent donner des inspirations, hein, d'itinéraires à vélo. Alors il y avait un dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi Mila, parce qu'on en a, quelques fois parlé en message, privé, c'est la question du vélo électrique parce que, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans le voyage à vélo tout simplement par rapport à l'effort physique et qui peuvent avoir, envie de se tourner vers le vélo électrique. Ça a été d'ailleurs mon cas sur certains voyages à vélo. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est pas nécessairement une bonne idée? Selon moi, le vélo électrique, c'est bien si on a une raison spécifique de le prendre. C'est-à-dire, moi je sais pas, il y a plein de raisons, hein, il y a j'ai pas de jugement à donner et cetera. Mais globalement, ça va pas apporter énormément, au voyage, ça va plutôt, lui amener plus d'inconvénients que d'avantages. Donc du coup, c'est mieux de pouvoir partir avec un vélo dit traditionnel, on va dire, que ce soit plus simple dans mon discours. En fait, c'est plus simple de partir avec un vélo qui est autonome et qui ne va pas avoir besoin d'électricité. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on a un vélo électrique, eh ben, on va devoir le recharger. Et généralement, la batterie, elle dure le temps d'une journée. Donc déjà, on oublie le bivouac, on oublie en fait, l'organisation un peu freestyle du voyage à vélo où en fait on vit au jour le jour et on est libre de faire comme on l'entend. Il va falloir toujours aller dans des hébergements ou au moins en camping, ce qui ajoute un coût non négligeable au niveau du voyage. Il y a une perte d'autonomie parce que justement notre autonomie elle va être liée à l'autonomie de la batterie de notre vélo. C'est-à-dire que ben, les vélos électriques malheureusement ils sont pas toujours hyper performants, parfois ça casse en plus et c'est vrai que quand il n'y a plus l'assistance électrique, le vélo il se transforme mais en tank quoi, c'est Ah, ça m'est c'est hyper arrivé lourd. c'est hyper lourd, c'est hyper compliqué sur le voyage. Donc du coup, là, ça transforme totalement notre journée et le gain de confort qu'on a eu, en fait, on l'a perdu à ce moment-là avec la perte de la batterie. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est un stress en plus dans le voyage parce que du coup, t'es tout le temps là en train de regarder ta batterie, t'es tout le temps en train de vérifier si elle va tomber, si elle va rester, si elle va... voilà, c'est trop quoi. Et ça, c'est vraiment un aspect qui me plaît pas trop. Ensuite, c'est si on a une panne ou une casse, et ben en fait, c'est difficile à réparer souvent. T'as pas l'autonomie du vélo traditionnel. En fait, au début, la première fois que tu crèves avec ton vélo, bah c'est hyper inquiétant et tout parce que souvent t'as un peu regardé la théorie. Sur un vélo traditionnel, tu peux toujours avoir quelqu'un, tu tapes chez quelqu'un, il a des outils suffisants et puis tu peux te débrouiller. Mais un vélo électrique, il y a beaucoup plus de technologie, donc ça s'improvise pas, quoi. C'est tout à fait ça, oui. Le vélo électrique, effectivement, tu peux pas trop l'improviser. T'es obligé d'aller un peu chez le réparateur. Ça, c'est vrai que je l'ai pas dit plus tôt, mais nous, on prend toujours un kit de réparation minimum avec nous. On a toujours un multi-outil, toujours une chambre à air de rechange, des rustines, quelques petits matos pour réparer notre vélo. Et c'est vrai que c'est rare qu'on ait eu besoin de nous arrêter, ou en tout cas, ça nous a pas cassé notre voyage, alors que souvent, avec le vélo électrique, ça demande un peu plus de connaissances. Parfois, ils n'ont pas les pièces. Et il y a un autre aspect aussi, c'est effectivement ben, le prendre dans les transports. Dans le bus et dans l'avion, souvent, ils sont interdits, le vélo électrique. Donc déjà, ça limite énormément les possibilités parce que dans le train en France, c'est un peu compliqué. Les vélos, ils sont déjà pas acceptés partout. Alors avec un vélo électrique qui n'a pas d'autre choix que le train et en plus qui est hyper lourd par rapport au vélo traditionnel, et ben c'est un peu plus compliqué et contraignant pour les transports quoi.
Honnêtement, si on part sur un itinéraire balisé tout simple, sur le plat, il y a aussi un autre inconvénient du vélo électrique, c'est qu'ils sont mous, en fait. C'est-à-dire que l'assistance, elle est pas forcément nécessaire sur du plat et donc dans ces cas-là, autant avoir un vélo, traditionnel. Parce que finalement, avec la transmission, ce que je disais plus tôt, si on a un bon développement parce que nous, entre-temps, les vélos traditionnels, ils ont énormément évolué. Il y a eu énormément de progrès. Je sais pas, on a un peu l'idée que c'est un peu des Vélib, de Paris, alors qu'en fait, non, il y a pas ça. Si on part sur des itinéraires balisés, encore une fois, moi, je recommande vraiment de partir sur un vélo, traditionnel qui sera beaucoup plus, dynamique et beau après si vraiment, on a envie de partir en vélo électrique et qu'on estime qu'on va avoir, franchement ça se révèle énormément sur des itinéraires comme la vélo maritime quoi, où tu es sur la côte bretonne, sur la côte, d'Étretat ou ce genre d'endroit là où tu prends, plus 100 mètres de dénivelé en 1 kilomètre, tu comprends pas trop, c'est hyper dur quoi, c'est un itinéraire qui est finalement très physique, ben là je trouve que ça se révèle énormément et que c'est là ça a tout son intérêt sur du court et sur du bien vallonné quoi. Ça permettra de mieux choisir pour les auditories si on opte sur le vélo classique ou Oui. électrique. J'avais encore une question parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont aussi adeptes du voyage sans voiture. Et donc, la question que j'avais, c'était comment on fait pour trimballer son vélo potentiellement en train pour justement aller au point de départ sans forcément avoir besoin d'une voiture et être dans une démarche vraiment sans voiture pour le coup. Pour transporter son vélo, effectivement, il est possible de prendre le train. Malheureusement, il y a une politique ces dernières années au niveau de la SNCF qui est plutôt d'enlever des places vélo que de les ajouter. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de trains qui ont perdu leur place vélo. Alors ça va changer parce que il y a eu un décret qui est passé récemment pour à la fois les bus, là où il y aura l'obligation de transporter, je sais plus combien de vélos, je crois que c'est 5 ou 8 par bus et sur les trains où il devra y avoir, plusieurs, espaces vélos, mais ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. On a besoin de transporter un vélo, mais il y a pas, forcément de train, donc surtout au niveau des TGV, donc souvent l'alternative, c'est de prendre soit les Intercités, soit les TER et là, il y a à peu près la possibilité de rejoindre toute la France, mais ça prend un peu plus de temps. Il faut savoir aussi que ça se réserve pas en avance, donc s'il y a beaucoup de monde dans le TER et beaucoup de vélos, comme c'était le cas cet été en Bretagne par exemple, nous quand on y allait, c'était la folie. Ben il va falloir vraiment être prêt à s'adapter et adapter l'itinéraire. Parce que parfois ça veut dire faire 30 kilomètres de plus pour aller à la gare suivante pour avoir un autre train et être sûr de rentrer dedans. Mais voilà, donc il faut savoir faire preuve un petit peu de patience et s'adapter en fonction des lignes. Alors si ça vous intéresse, nous on a créé un dossier avec tous les itinéraires qu'on trouve en France possibles en train, tous les trains qui nous laissent entrer avec un vélo et si c'est compliqué ou pas de rentrer dans le train avec le vélo. On a essayé de faire un truc très complet évidemment, et on complète au fur et à mesure parce que ça demande d'être un peu collaboratif. Bon, Mila, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Bon, je pense qu'il faudrait un podcast clairement que sur le vélo pour aborder toutes les étapes de la préparation. Mais j'espère que tous ces conseils vont donner envie aux gens d'aller s'informer un peu plus, de creuser et voire de préparer leur premier voyage à vélo. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que le premier voyage à vélo, voilà, c'est pas forcément de faire des dizaines de milliers de kilomètres. On peut commencer tranquillement, quelques jours, une semaine, 2 semaines, sur des itinéraires faciles. Et je pense que tu nous as bien donné envie d'aller pédaler en France et même ailleurs. Peut-être que je te réinviterai un de ces quatre pour nous parler du voyage à vélo en dehors de la France parce que tu as eu l'occasion de passer de nombreuses frontières et je crois que très bientôt tu vas nous offrir aussi une belle escapade à vélo puisque tu as prévu de partir en mai, je pense, pour un beau voyage à vélo de plusieurs mois. Et effectivement, on part bientôt vers l'Asie.
Enfin, on espère parce qu'on part un peu tard pour se lancer sur cet itinéraire, mais on va l'adapter en fonction de toute façon des frontières, parce qu'actuellement, on peut pas dire qu'elles soient toutes ouvertes. Donc du coup, on va partir pour un long voyage à vélo. On ne sait pas quand on rentrera. Et finalement, c'est un petit peu ça, la philosophie que l'on aime avec ce mode de voyage, c'est que on peut l'adapter au fur et à mesure. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Eh bien, en tout cas, on va suivre tout ça aussi sur votre compte Instagram, hein. Je le mettrai dans la description de l'épisode, comme ça on aura en temps réel presque votre itinéraire et ce sera chouette de voyager avec vous aussi de cette manière-là, par procuration. Ça reposera aussi nos genoux si jamais on veut, si jamais on est fatigué de nos propres voyages à vélo. Voilà, bah, je te remercie énormément Mila pour tous ces conseils et plein de bonnes choses pour la suite. Et un petit bisou à Denis qui est en Italie et qui t'attend, je crois, avec grande impatience. Merci Merci. beaucoup. À bientôt du coup. Avant de se quitter, je voulais vous parler d'une dernière ressource. Il s'agit d'un livre, une petite pépite que j'ai dénichée, qui s'appelle Slow Vélo, que j'ai même eu l'occasion d'avoir en exclusivité puisque le livre sort cette semaine, sort le 5 mai pour être très précise, donc en même temps que le podcast. Dans cet ouvrage, qui a été écrit par Eugénie Tribel et Bérangère Florin aux éditions Artaud, on trouve 30 idées d'escapades à faire en vélo, en mode slow, bien entendu. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est qu'on considère qu'on peut partir à vélo de multiples manières. On peut y aller en famille, entre amis, en couple, on peut dormir en camping, on peut aller chez l'habitant ou à l'hôtel. Enfin, il y a de multiples manières de voyager à vélo en définitive. Ce qui est extrêmement plaisant également dans ce livre, c'est la présentation. Il y a de très jolies cartes graphiques, il y a vraiment un travail d'illustration qui est très joli, une mise en page agréable, ça donne vraiment envie de le feuilleter. Et j'ai bien aimé aussi son côté pratique. En fait, pour chaque itinéraire, on a la distance, le dénivelé, le type de piste qu'on va emprunter, à quel public l'itinéraire s'adresse, mais aussi le type de paysage, les accès en train, etc., etc. Donc c'est vraiment idéal, je pense notamment à ceux qui démarrent le vélo et qui sont un peu perdus avec tous les itinéraires qui existent. Je pense que ça peut être un bon début. Pour chaque itinéraire, vous avez aussi une sorte de carnet de route qui détaille un petit peu ce que vous allez trouver en chemin, notamment les monuments ou les paysages, les points d'intérêt. Ce carnet de route, il est aussi rédigé sous forme d'un récit et en tant que blogueuse, je ne peux qu'être sensible à cette manière de présenter un itinéraire, bien entendu. Et je me suis dit que je n'allais pas garder cette pépite juste pour moi. C'est pourquoi j'ai contacté l'éditeur et je lui ai proposé d'organiser un concours sur mon compte Instagram pour vous faire gagner un exemplaire. Si vous voulez participer au concours, il suffit de me rejoindre sur mon compte Instagram @globeblogger. Je mettrai le lien directement dans la description de cet épisode. Comme ça, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, vous pourrez le faire et guetter le post en lien avec le concours que je vais publier normalement jeudi 6 mai. N'hésitez pas à participer, bonne chance à vous et je vous remercie énormément bien sûr de votre écoute, d'être resté jusqu'au bout avec moi et avec Mila et je vous souhaite de belles escapades à vélo bien sûr. À bientôt.